Tu travailles toujours dans cette maison d'édition, Luc? Demanda ma mère, Barbara, avec ce ton condescendant que je connaissais si bien, tout en coupant le roast-beef avec une précision chirurgicale. C'était dimanche soir chez mes parents à Westchester, et nous étions tous réunis pour rencontrer James, le nouveau fiancé de ma sœur Sarah. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle qui ne sortait que pour les occasions spéciales impliquant Sarah. C'est une petite maison d'édition, rien d'extraordinaire, répondis-je automatiquement, répétant le même mensonge que d'habitude. James, un avocat d'entreprise de 34 ans aux cheveux parfaitement coiffés et portant une Rolex qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens, sourit poliment. Ça doit être intéressant de travailler avec des livres. Quel genre de livres publiez-vous? Avant que je puisse répondre, ma mère a ri avec dédain. Luc a toujours eu ce fantasme d'écrire. Il vit toujours dans ce minuscule appartement à Brooklyn, où il joue à l'écrivain. Je m'appelle Luc Martinez, j'ai 32 ans, et ma famille n'a aucune idée de qui je suis vraiment. Alors qu'il me voit comme le fils raté qui joue à l'écrivain, je suis en réalité l'auteur de 3 best-sellers du New York Times. Mon dernier livre a été adapté en série Netflix, qui sortira le mois prochain. J'ai remporté le prix Pulitzer à 29 ans, la semaine même où ma mère m'a demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Mais ici, à cette table, je n'étais que Luc, le fils invisible, la note de bas de page dans la brillante histoire familiale de ma sœur Sarah. Sarah, 35 ans, était tout ce que mes parents avaient toujours voulu. Diplômée de la Harvard Business School, vice-présidente d'une société d'investissement, propriétaire d'un appartement dans l'Upper East Side qui a fait la une d'Architectural Digest. Chacune de ces réalisations était célébrée comme un jour férié national. « James, tu dois entendre parler de la dernière promotion de Sarah », m'a dit mon père, Thomas, les yeux brillants de fierté. Elle gère désormais un portefeuille de 500 millions de dollars. Tu peux le croire? Notre fille. J'ai vu James hocher la tête d'un air impressionné, tandis que Sarah souriait modestement. C'était une scène que je connaissais bien. La famille parfaite célébrant la fille parfaite, tandis que j'observais depuis le côté, comme toujours. Et Luc, a dit Sarah en se tournant enfin vers moi avec ce sourire compatissant que je détestais, tu vis toujours avec tes colocataires? En fait, je vis seul maintenant, ai-je corrigé, omettant le fait que mon petit appartement était en réalité un loft de 2 chambres à Park Slope que j'avais acheté comptant avec les droits d'auteur de mon 2e livre. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit, comme si elle s'adressait à un enfant qui venait enfin d'apprendre à lasser ses chaussures. James semblait mal à l'aise avec cette dynamique et changea de sujet. Vous avez des projets pour les vacances? Sarah et moi partons aux Maldives en décembre, annonça ma mère. Un voyage entre filles avant le mariage. Sarah le mérite après avoir tant travaillé. Personne ne me demanda quels étaient mes projets. Personne ne me le demandait jamais. La conversation a continué autour de moi comme d'habitude. Discussion sur la robe de mariée de Sarah, la cérémonie au country club, la lune de miel en Toscane. Je répondais quand il le fallait, souriais quand il le fallait, et je devenais peu à peu partie intégrante du décor. C'est lorsque James a discrètement pris son téléphone que quelque chose a changé. Il tapait quelque chose, fronçant légèrement les sourcils. Puis ses yeux se sont écarquillés. Il m'a regardé, puis l'écran, puis moi à nouveau. « Excusez-moi », a-t-il dit, interrompant ma mère au milieu d'une histoire sur le fleuriste, « mais Luc, vous êtes bien Luc Martinez, l'écrivain. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère s'est arrêtée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Sarah a tourné la tête si vite qu'elle a failli renverser son verre de vin. Mon père a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de résoudre une équation impossible. « Pourquoi tu demandes ça ?» ai-je réussi à dire, le cœur battant à tout rompre. James a tourné son téléphone pour montrer l'écran. « Parce que je viens de rechercher ton nom et… Mec, tu es célèbre. Tes livres sont partout. Lauréat du prix Pulitzer, série Netflix, tu es multimillionnaire. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a été le revirement le plus choquant de ma vie. Mais à ce moment-là, en voyant l'expression de choc total sur le visage de ma famille, j'ai su que ma double vie était terminée. Et pour la première fois depuis des décennies, j'avais toute leur attention. La question était, qu'allais-je en faire? L'expression sur le visage de ma mère était impayable. Comme si quelqu'un venait de lui dire que la terre était plate et lui avait montré des preuves irréfutables. Ce doit être une erreur, a-t-elle balbutié, arrachant pratiquement le téléphone des mains de James. Un autre Luc Martinez. C'est un nom courant. James a secoué la tête en faisant défiler l'écran. Non, Madame Thompson. Regardez ici, il a étudié à Columbia, il a grandi à Westchester. C'est bien lui. Il m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Mec,
ton livre Fractured Bon m'a fait pleurer dans l'avion pour Chicago. Sarah était complètement immobile, comme si son cerveau était en panne. Mon père a retiré ses lunettes, a nettoyé les verres et les a remises, comme si cela pouvait changer ce qu'il voyait. Luc, dit ma mère, la voix montant d'un octave, si c'était vrai, tu nous l'aurais dit. Les familles ne cachent pas ce genre de choses. J'ai ri. Un son sec, amer, qui a résonné dans la salle à manger. Les familles ne cachent pas ce genre de choses? Ai-je répété. Maman, j'ai essayé de te le dire. Plusieurs fois. C'est ridicule, rétorqua-t-elle, mais sa voix perdait de sa conviction. Quand ma première nouvelle a été publiée dans The New Yorker, j'ai appelé à la maison euphorique. Commençai-je, ma voix gagnant en force. Tu as dit, c'est génial, mon chéri, et tu as immédiatement changé de sujet pour parler de la promotion de Sarah au travail. Sarah retrouva enfin sa voix. Luc, je ne m'en souviens pas. Bien sûr que non, répondis-je. Parce que vous n'avez jamais prêté attention à quoi que ce soit que je faisais. Je me tournai vers mon père. Papa, tu te souviens quand j'ai remporté mon premier prix littéraire? Le prix Edmund White? Il fronça les sourcils, ne s'en souvenant manifestement pas. J'avais 26 ans. J'ai appelé à la maison en pleurant de joie. Tu regardais le match des Yankees et tu m'as dit que tu me rappellerais. Tu n'as jamais rappelé. Luc, commença mon père, mais je continuai. Quand Fractured Bon est sorti et est entré dans la liste du New York Times, je vous ai envoyé à tous des exemplaires dédicacés, avec une lettre expliquant ce que cela signifiait pour moi. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Tu as utilisé ma lettre comme marque-page et tu n'as jamais lu le livre. Le silence s'est abattu sur la pièce. James était clairement mal à l'aise, se demandant probablement dans quel genre de famille il était sur le point d'entrer. « Pourquoi n'as-tu pas insisté » a demandé Sarah d'une petite voix. « Pourquoi n'as-tu pas dit « Écoute, c'est important » La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Parce que c'était exactement ça. J'avais appris, au fil des ans, que mes réalisations n'étaient pas assez importantes pour perturber leur vie parfaite. Parce que, ai-je dit lentement, vous m'avez appris que je n'étais pas assez important pour ça. Ma mère est devenue pâle. Ce n'est pas vrai, Luc. Nous t'avons toujours soutenu. Vous m'avez soutenu. Le mot est sorti comme un éclat de rire. Vous avez raté ma remise de diplôme à Columbia parce que c'était le jour du match de tennis de Sarah. Vous avez raté ma première lecture publique à New York parce que ça tombait le jour de son anniversaire de rencontre. Vous avez raté la cérémonie des Pulitzer parce que... Je m'interrompis, laissant enfin s'échapper la douleur que j'avais gardée en moi pendant des années. Parce que vous ne saviez même pas que j'avais été nominé. James regardait ma famille comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti. « Attends, dit-il lentement, tu as remporté le Pulitzer et il ne le savait pas. » Non seulement il ne le savait pas, répondis-je, mais quand j'ai essayé de leur dire, ma mère m'a répondu que je fantasmais et que je devais arrêter d'inventer des histoires pour impressionner les gens. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Sarah tenait maintenant le téléphone de James et faisait défiler ma page Wikipédia. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Luc, tu es vraiment célèbre. » Genre, célèbre. Définis célèbre, ai-je dit d'une voix fatiguée. Ta série sur Netflix a été vue plus de 50 millions de fois, a lu James par-dessus son épaule. Tu as fait la couverture du Time Magazine. Tes livres ont été traduits en 47 langues. Mon père avait maintenant la tête entre les mains. Luc, mon fils, je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Vous ne le saviez pas, répondis-je, parce que vous avez arrêté de vous intéresser à ma vie il y a longtemps. Toutes les conversations familiales tournaient autour de Sarah. Ses succès, ses problèmes, ses relations. Je suis devenu un meuble. Ce n'est pas juste, protesta ma mère, mais sa voix tremblait. Tu as toujours été très réservé. Comment aurions-nous pu savoir si tu ne nous disais rien? Je parlais, répondis-je fermement. Vous n'écoutiez pas, c'est tout. James s'éclaircit la gorge. Excusez-moi de m'immiscer, mais... Luc, tu vis dans un minuscule appartement à Brooklyn? Je souris pour la première fois de la soirée. En fait, c'est un loft de 2 pièces à Park Slope que j'ai acheté comptant. Il offre une vue imprenable sur Prospect Park. Au comptant? Répéta ma mère, comme si ces mots étaient dans une autre langue. Les droits d'auteur sur les livres sont généreux, expliquai-je. Surtout quand votre œuvre est adaptée pour le streaming. Sarah lisait maintenant quelque chose sur l'écran, les yeux écarquillés. Luc, il est écrit ici que tu as donné 2 millions de dollars à des programmes d'alphabétisation l'année dernière.
2,5 millions, ai-je corrigé. Mais qui compte? La réalité de ce qui s'était passé au fil des ans était enfin en train de se cristalliser. Ils avaient systématiquement ignoré non seulement mes succès, mais toute ma vie. Et maintenant, confrontés à des preuves indéniables de qui j'étais vraiment, ils devaient réévaluer des décennies de négligence. « Luc, » dit mon père, la voix brisée, « comment comment réparer cela ?» C'était la question que j'avais attendue toute ma vie. Et maintenant qu'elle était enfin là, je n'étais pas sûr de vouloir que cela soit réparé. Car, pour la première fois en 32 ans, j'avais toute leur attention. La question était, qu'allais-je faire de ce pouvoir? La réponse allait venir plus tôt que nous ne l'aurions tous imaginé. Comment réparer ça? Répéta-t-il, la question résonnant dans la pièce comme un glas funèbre. Pendant un instant, j'ai envisagé d'être magnanime. Accepter les excuses, embrasser ma famille et passer à autre chose comme si les 32 dernières années pouvaient être effacées en quelques mots. Mais alors, ma mère a repris la parole. « Eh bien, Luc, tu dois admettre que tu es en partie responsable, » a-t-elle dit, retrouvant un peu de son sang-froid habituel. « Si tu avais été plus franc au sujet de tes succès. » Ma faute. La question est sortie comme un murmure dangereux. James semblait vouloir se cacher sous la table. Sarah regardait sa mère avec une horreur grandissante. « Maman, arrête !» a dit Sarah à voix basse. Mais ma mère était désormais en mode défense totale, la réalité étant trop difficile à accepter. Je dis simplement que la communication est à double sens. Si tu voulais que nous sachions. Si je voulais que vous le sachiez. Je me levai de ma chaise, ma voix toujours maîtrisée, mais quelque chose de dangereux bouillonnait en dessous. Maman, je t'ai envoyé des exemplaires dédicacés de mes livres. Je t'ai appelé quand j'ai remporté des prix. Je t'ai invité à des événements importants. Tu n'as jamais dit que c'était si important, rétorqua-t-elle, mais sa voix perdait de sa force. Pulitzer. Le mot explosa de ma bouche. J'ai littéralement dit « j'ai remporté le prix Pulitzer » et tu as répondu « c'est génial, mon chéri, Sarah vient d'être promue associée junior ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Luc, a tenté mon père. Ta mère essaie juste de comprendre. Non, l'ai-je interrompu, la voix glaciale. Elle essaie de se justifier. Comme elle l'a toujours fait. Comme elle l'a fait quand j'ai raté ma remise de diplôme, ma première lecture, ma cérémonie de remise de prix. Il y avait toujours une raison pour laquelle Sarah était plus importante. James, visiblement mal à l'aise, tenta d'apaiser la tension. Écoutez, peut-être qu'on pourrait tous. James, dis-je fermement, tu as l'air d'un type sympa. Mais tu n'as aucune idée de ce dont tu es témoin ici. Je me tournai vers ma famille. Vous voulez connaître toute la vérité? La vérité sur la personne que je suis vraiment devenue? Sarah acquiesça avec hésitation. Mon dernier livre s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. La série Netflix basée sur mon œuvre a plus de téléspectateurs que Friends lors de sa première diffusion. J'ai des réunions prévues avec Apple pour discuter d'une deuxième adaptation. Je fis une pause pour laisser cela faire son effet. Le mois dernier, le président m'a invité à un dîner à la Maison-Blanche pour les écrivains américains contemporains. Mon père est devenu livide. Et vous savez où j'étais quand j'ai reçu cette invitation? J'étais assis dans mon minuscule appartement, en larmes parce que je venais de vous laisser un message au sujet de ma nomination aux Emmy Awards pour le meilleur scénario adapté, et personne ne m'avait rappelé. Les Emmy Awards, murmura Sarah. Je l'ai remporté la semaine dernière, ai-je répondu. Il est sur mon étagère, à côté du Pulitzer que vous n'avez jamais vu, des 3 National Book Awards que vous n'avez jamais célébrés et de la National Medal of Art que le président Obama m'a remise en personne. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un dîner familial ressemblait désormais à un tribunal. « Luc, » dit ma mère d'une petite voix, « nous ne savions pas. »« Vous ne saviez pas parce que vous avez choisi de ne pas savoir, » répondis-je. « Vous avez créé un récit dans lequel j'étais le fils raté, et toutes les preuves contraires ont été ignorées pour maintenir ce récit intact. » James était maintenant en train de rechercher quelque chose sur son téléphone, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle découverte. « Mec, » murmura-t-il, tu es dans la liste des 100 Américains les plus influents du Time Magazine. 3e place, corrigez-je. Pourquoi tu ne nous as pas forcés à y prêter attention? Demanda Sarah, sincèrement perplexe. La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Parce qu'elle touchait au cœur du problème, à la blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Parce que, ai-je dit lentement, je n'aurais pas dû avoir à forcer mes parents à s'intéresser à moi. Je n'aurais pas dû avoir à supplier ma propre famille de me reconnaître. Je me suis rassis, soudainement épuisé. Vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté d'essayer?
C'était après le Pulitzer. J'étais si heureux, si fier. J'ai appelé chez moi 3 fois ce jour-là. Maman, tu étais occupée avec Sarah. Papa, tu jouais au golf. Sarah, tu étais en réunion. Je me suis interrompu, revivant la douleur de cette journée. Puis j'ai conduit 4 heures jusqu'ici, je me suis présenté à la porte avec mon prix dans les mains, comme un enfant de 5 ans qui montre un dessin. Et vous savez ce qui s'est passé? Personne ne répondit. Vous regardiez un film sur Netflix. Maman a dit « c'est sympa, chérie », sans même regarder, et m'a demandé si je pouvais faire du popcorn parce qu'elle ne voulait pas rater la scène. La douleur dans ma voix était palpable à présent. J'ai tenu le Pulitzer, le prix Pulitzer, dans le salon de cette maison, et vous m'avez demandé de faire du popcorn. Ma mère s'est mise à pleurer silencieusement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vous ne me verriez jamais. Peu importe le succès que je rencontrerais, la célébrité que j'atteindrais, le nombre de prix que je remporterais. Je serai toujours Luc, le fils qui n'a pas réussi à être comme Sarah. Ce n'est pas vrai, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? J'ai pris mon téléphone. Maman, combien de fois as-tu posté les exploits de Sarah sur Facebook au cours des 5 dernières années? Elle n'a pas répondu. Je connais la réponse. 247 posts. Je les ai comptés. J'ai fait défiler l'écran. Tu veux savoir combien de fois tu as mentionné mon nom? 0. Le téléphone de James a vibré. Il a regardé l'écran et ses yeux se sont écarquillés encore plus. Luc, a-t-il dit d'un ton hésitant, je viens de recevoir une alerte Google. Apparemment, tu vas passer dans l'émission de Jimmy Fallon la semaine prochaine? Pour promouvoir ma nouvelle série documentaire, ai-je confirmé? Une série documentaire? A répété Sarah. Sur les familles dysfonctionnelles en Amérique, ai-je répondu, un sourire amer effleurant mes lèvres. Ironiquement approprié, vous ne trouvez pas? C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. En voyant leurs expressions, confusion, choc, culpabilité tardive, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais accepter leurs excuses et essayer de reconstruire notre relation. Je pouvais passer à autre chose et faire comme si les 32 dernières années n'avaient jamais existé. Ou je pouvais enfin leur montrer, de manière inoubliable, qui j'étais devenu malgré leur négligence. La décision s'est imposée à moi avec une clarté absolue. Vous voulez vraiment me connaître? Ai-je demandé, ma voix prenant un ton que James décrira plus tard comme tranquillement terrifiant. Oui, a immédiatement répondu mon père. Alors vous allez découvrir qui est vraiment Luc Martinez. À ce moment-là, en regardant leur visage impatient, j'ai su exactement comment cela allait se passer. La véritable révélation ne faisait que commencer. Alors vous allez découvrir qui est vraiment Luc Martinez. Les mots sortirent de ma bouche avec un calme qui me surprit moi-même. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment où j'aurais enfin toute l'attention de ma famille. Maintenant que j'y étais, je savais exactement quoi faire. Luc, dit mon père avec hésitation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire que j'avais développé au fil des ans en côtoyant des éditeurs difficiles et des critiques hostiles. Contrôlés, confiants, légèrement dangereux. Eh bien, commençai-je en sortant mon téléphone, puisque vous ne vous êtes jamais intéressé à ma vie, que diriez-vous d'une visite guidée? J'ai ouvert mon compte Instagram, pas mon compte personnel, mais mon compte professionnel vérifié, qui compte 2,8 millions d'abonnés. James, ai-je dit en lui tendant mon téléphone, que diriez-vous de montrer ça à ma famille? James a pris le téléphone et ses yeux se sont immédiatement écarquillés. Putain de merde, a-t-il murmuré en faisant défiler l'écran. Luc, tu as plus d'abonnés que la plupart des célébrités. Surveille ton langage, James, a dit ma mère automatiquement, mais sa voix était faible. Désolé, Madame Thompson, mais regardez ça. Il a tourné le téléphone pour montrer une photo de moi avec Stephen King au National Book Awards. Luc Dean avec Stephen King. Stephen King. Ma mère a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. Continue de faire défiler, ai-je ordonné à James, observant les réactions de ma famille. Ici, il est avec « Attends, c'est Oprah ?» a dit James, incrédule. Et ici, tu es à la Maison-Blanche? Avec le président? L'ancien président, ai-je corrigé. C'est quand j'ai reçu la National Medal of Art. Sarah était devenue complètement silencieuse, le visage pâle. Mon père se penchait pour mieux voir le téléphone, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. Et là, a continué James, la voix montant d'un octave, tu es sur un yacht avec, c'est Leonardo DiCaprio. Un événement caritatif à Cannes, expliquai-je avec désinvolture.
Léo adapte une de mes nouvelles pour le cinéma. Le silence qui suivit fut assourdissant. Luc, murmura finalement ma mère, pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ces gens célèbres que tu connais? J'ai ri, d'un rire sec, sans humour. J'ai essayé, maman. Tu te souviens quand je t'ai dit que je dînais avec quelqu'un d'important à New York? Tu m'as demandé si c'était pour le travail et tu as changé de sujet quand j'ai répondu oui. Mais tu n'as jamais dit que c'était Stephen King, protesta-t-elle. Parce que vous ne m'avez jamais demandé de détails sur ma vie, ai-je répondu. Vous avez simplement supposé que ce n'était pas important. James était maintenant sur mon profil LinkedIn. Mec, dit-il d'une voix pleine d'admiration sincère, tu sièges au conseil d'administration de 3 organisations à but non lucratif, tu es professeur invité à Columbia et à Yale, et, attends, tu as un doctorat en littérature américaine de Harvard? Un post-doctorat, corrigez-je. Je l'ai terminé l'année dernière. Mon père a retiré ses lunettes et les a nettoyées nerveusement. Luc, mon fils, je ne comprends pas. Pourquoi nous avoir caché tout ça? La question que j'avais attendue toute ma vie. Et maintenant, j'avais enfin la tribune pour y répondre pleinement. Parce que, ai-je dit, ma voix gagnant en force, vous m'avez appris que mes succès n'avaient pas d'importance. Chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose d'important, vous m'avez donné l'impression que je vous dérangeais dans des choses plus importantes, invariablement liées à Sarah. Sarah a enfin trouvé sa voie. Luc, ce n'est pas juste. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous avez choisi de ne pas savoir, l'interrompis-je. Et maintenant, je vais vous montrer exactement ce que vous avez manqué. Je repris mon téléphone et commençai à passer des appels. Allô, Marcus? Dis-je à mon agent. C'est moi. J'ai besoin que tu envoies quelques trucs à une adresse. Oui, tout de suite. Je raccrochai et composai un autre numéro. Elena? C'est Luc. Tu te souviens de ce portrait que Vanity Fair voulait faire sur ma famille? Oui, celui-là. J'ai changé d'avis. Les expressions sur le visage de ma famille étaient indescriptibles. Et un dernier appel, dis-je en recomposant le numéro. Jimmy? C'est moi. À propos de l'interview de la semaine prochaine, serait-il possible d'inviter quelques personnes spéciales? Ma famille aimerait me voir pour la première fois. Quand j'ai raccroché, le silence était total. Qu'est-ce que tu viens de faire? M'a demandé ma mère dans un murmure. J'ai organisé une petite démonstration, ai-je répondu calmement. Vous vouliez connaître le vrai Luc Martinez? Parfait. Au cours des prochaines 48 heures, vous allez découvrir exactement qui je suis devenu malgré votre négligence. James me regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Luc, mec, on devrait peut-être en parler. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu fermement. Pendant 3 décennies, j'ai accepté d'être invisible dans cette famille. Maintenant, vous allez découvrir ce que cela signifie d'avoir Luc Martinez comme fils et comme frère. Mon téléphone a sonné. C'était Marcus, mon agent. Luc, dit-il lorsque je répondis, je viens de recevoir des appels de CNN, du Today Show et d'Entertainment Tonight. Ils veulent tous une déclaration au sujet de ta révélation familiale. Cela fait la une de l'actualité nationale. Je regardais ma famille, leur visage exprimant à la fois le choc et une panique grandissante. Parfait, répondis-je, tout en gardant le contact visuel avec eux. Organise tout. J'ai raccroché et j'ai souri à ma famille. Eh bien, ai-je dit calmement, on dirait que notre petite réunion de famille est sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Si vous suivez cette incroyable transformation et que vous voulez voir comment une famille entière peut changer lorsqu'elle voit enfin ceux qu'elle a toujours ignorés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui est sur le point de se passer va complètement redéfinir le concept de justice familiale. Ma mère tremblait maintenant de manière visible. Luc, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé? Non, répondis-je d'une voix ferme. Vous avez eu 32 ans pour avoir ces conversations en privé. Maintenant, nous allons le faire publiquement. Et tandis que mon téléphone continuait de sonner, les journalistes, les producteurs et les agents m'appelaient, je regardais les visages terrifiés de ma famille et je sentais, pour la première fois depuis des décennies, que j'avais enfin le contrôle. La véritable vengeance ne faisait que commencer. 3 heures plus tard, mon téléphone avait sonné 47 fois. 47 appels de journalistes, de producteurs, d'agents littéraires et même d'un cadre d'Apple qui voulait discuter des droits de mon prochain livre. Pendant ce temps, ma famille était assise dans le salon comme des accusés attendant le verdict, observant chaque notification sur mon téléphone avec une horreur grandissante. « Luc, dit mon père pour la 10e fois, pouvons-nous en parler avant que cela ne dégénère? »« Ça a dégénéré il y a longtemps, papa, répondis-je calmement, en faisant défiler les emails qui continuaient d'affluer.
Vous n'avez tout simplement pas fait attention. C'est alors que la sonnette retentit. James, qui était visiblement mal à l'aise depuis le début de toute cette situation, s'est levé pour aller ouvrir. Nous avons entendu des voix basses dans l'entrée, puis ces pas précipités qui revenaient. « Luke », a-t-il dit, la voix tendue, il y a un type de CNN à la porte. Et un van d'Entertainment Tonight vient de s'arrêter devant la maison. Le silence qui a suivi était absolu. Ma mère est devenue blanche comme un linge. « Oh mon Dieu, les voisins vont voir. » C'était justement le but, ai-je répondu en me levant. Vous vous souciez de l'opinion des voisins depuis des décennies. Maintenant, ils auront enfin quelque chose d'intéressant à dire sur la famille Thompson. Sarah faisait maintenant les 100 pas. Luke, ça va ruiner ma réputation professionnelle. Mes clients, mes collègues. Tout le monde va savoir que j'ai traité mon frère célèbre comme de la merde pendant des années. Tu commences à comprendre, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. La sonnette a retenti à nouveau, plus insistante cette fois. Mon téléphone vibra, signalant un message de Marcus. « Luke, le Today Show veut te voir à la télévision demain à 7 h. L'histoire fait le buzz sur les réseaux sociaux. Hashtag famille ignore un écrivain célèbre est en tendance. Je montrai l'écran à ma famille. En tendance ? Murmura ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, expliquai-je patiemment, que des millions de personnes parlent du fait que vous avez ignoré un fils célèbre pendant des décennies. Ça veut dire que notre petite dynamique familiale est désormais un sujet de divertissement national. C'est à ce moment-là que mon père fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il perdit complètement son sang-froid. « C'est dit, a suffi », a-t-il crié en se levant brusquement. « Luke, arrête ça tout de suite. Tu détruis notre famille par caprice. » Le silence qui a suivi était glacial. « Caprice » ai-je répété d'une voix basse et menaçante. « Papa, tu penses que c'est un caprice ?» J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Sarah, paniquée. « J'appelle pour accepter l'interview avec CNN, » répondis-je. « Puisque vous pensez que ce sont des caprices, je vais raconter à Anderson Cooper exactement comment c'était de grandir invisible dans ma propre famille. »« Non !» cria ma mère en se levant si vite qu'elle renversa son verre de vin. « Luke, je t'en supplie. »« S'il te plaît quoi, maman ?» ai-je répondu en appuyant sur le bouton d'appel. « S'il te plaît, pardonnez-vous pour ces 32 dernières années ? S'il vous plaît, faites comme si rien ne s'était passé ? S'il vous plaît, continuez à me traiter comme le fils invisible pour que vous vous sentiez mieux ?» James était maintenant à la fenêtre, observant d'autres fourgons arriver. « Les gars, a-t-il dit d'un ton hésitant, je crois qu'il y a environ 5 voitures de presse dehors en ce moment. » Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que j'ai immédiatement reconnu. « Allô, Jimmy ?» ai-je répondu en mettant le haut-parleur. « Comment ça va ? » « Luke, mec, qu'est-ce qui se passe ? Mon producteur est en train de péter un câble. L'histoire de ta famille est partout. On veut avancer ton interview à demain soir si possible. » J'ai regardé ma famille. Ils me regardaient tous avec une horreur absolue. « Bien sûr, Jimmy. Je serais ravi de raconter toute l'histoire. »« Génial. Et Luke, ton agent a dit que tu pouvais amener ta famille ? Ce serait de l'or pour la télévision, mec. Le public meurt d'envie de les rencontrer. » C'est à ce moment-là que quelque chose a changé dans l'expression de ma mère. Comme si elle comprenait enfin la véritable ampleur de ce qui se passait. « Jimmy, » dit-elle en observant les visages de ma famille. « Tu sais quoi ? J'ai changé d'avis. Je pense que j'irai seul. »« Tu es sûr ? » L'audience serait. « Je suis sûr. » À demain. Je raccrochai et observai ma famille digérer ce qui venait de se passer. « Vous avez compris ? » demandai-je calmement. « Je pourrais vous traîner à la télévision nationale et vous humilier devant des millions de personnes. Je pourrais raconter à Jimmy Fallon, à Anderson Cooper, à n'importe qui avec une caméra, exactement comment vous m'avez traité. » Je fis une pause pour laisser cela faire son effet. « Mais je ne le ferai pas. » Sarah me regarda avec confusion. « Pourquoi ? » « Parce que, » ai-je répondu en me rassoyant, « la différence entre nous, c'est que je n'ai pas besoin de vous humilier pour me sentir important. Vous m'avez appris, à force de négligence, que le véritable pouvoir vient du fait d'avoir tellement réussi que vos opinions deviennent insignifiantes. » Mon téléphone a vibré, signalant un nouveau message. Il venait de Netflix. « Luke, » ai-je lu à voix haute, « nous avons vu les nouvelles. Nous aimerions discuter d'une série documentaire sur ton parcours. Budget, 8 chiffres. » J'ai regardé ma famille, leurs expressions mêlant le choc et quelque chose qui pourrait être du respect. « 8 chiffres, » a répété mon père dans un murmure. « Ce n'est pas une question d'argent, »
Papa, ai-je répondu. Le problème, c'est que vous avez eu 32 ans pour apprendre à me connaître, pour être fier de moi, pour faire partie de mon parcours. Au lieu de cela, vous avez choisi de m'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? M'a demandé ma mère d'une petite voix. Je retourne à ma vie, ai-je répondu. Celle que je me suis construite sans vous. Je me suis arrêté à la porte et me suis retourné une dernière fois. Et les journalistes dehors? Vous pouvez leur dire que Luc Martinez n'a aucun commentaire à faire sur sa famille. Parce que, pour la première fois depuis des décennies, vous n'êtes vraiment pas assez important pour mériter mon attention. Et alors que je quittais la maison où j'avais grandi en me sentant invisible, pour la première fois de ma vie, j'avais enfin le contrôle total du récit. La véritable vengeance n'était pas de les détruire publiquement. C'était d'être enfin trop important pour me soucier de leur opinion. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon éditeur à Manhattan, en train de signer le plus gros contrat de ma carrière. Une série de 5 livres avec une avance de 15 millions de dollars. Luc, m'a dit Patricia, mon éditrice depuis 8 ans, je n'ai jamais vu autant de buzz autour d'un auteur. Quoi qu'il se soit passé dans votre famille, cela a fait de vous l'écrivain le plus recherché d'Amérique. J'ai souri, pensant à l'ironie de la situation. Des décennies de négligence familiale m'avaient rendu invisible à la maison, mais visible aux yeux du monde entier. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Sarah. Luc, j'ai vu ton interview dans l'émission Today Show. Tu étais incroyable. On peut se parler? Il y avait d'autres messages de sa part, de ma mère, de mon père. Des dizaines au cours des dernières semaines. Tous s'excusant, essayant de s'expliquer, suppliant pour avoir une chance d'arranger les choses. Au début, je les ai complètement ignorés. Je les ai laissés ressentir le même vide que j'avais ressenti pendant 32 ans. Mais quelque chose a changé après l'interview avec Jimmy Fallon. Pendant l'émission, Jimmy avait posé une question simple. Luc, que diriez-vous aux familles qui ignorent peut-être des talents qui se trouvent juste sous leur nez? Ma réponse avait été spontanée, venant du fond du cœur, qu'il n'est jamais trop tard pour vraiment voir les personnes que nous aimons. Parfois, il faut une crise pour nous ouvrir les yeux. Les mots sont sortis de ma bouche comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Et à ce moment-là, sous les projecteurs du studio, devant des millions de téléspectateurs, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma vengeance n'était pas de garder rancune pour toujours. C'était d'avoir enfin le pouvoir de choisir comment notre relation allait se poursuivre. J'ai appelé Sarah cet après-midi-là. Luc. Sa voix était chargée d'émotion lorsqu'elle a répondu. Oh mon Dieu, merci d'avoir appelé. Comment vous en sortez-vous? Ai-je demandé sans détour. Elle a poussé un profond soupir. Honnêtement, nous sommes détruits. Maman n'est pas sortie de sa chambre depuis des jours. Papa a annulé tous ses engagements sociaux parce qu'il ne supporte pas de voir les voisins. Et moi? Elle a marqué une pause. J'ai dû consulter un thérapeute parce que je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle. Et James? James veut reporter le mariage, dit-elle, la voix brisée. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour accepter le genre de famille dans laquelle il s'engageait. Une partie de moi ressentit une sombre satisfaction en entendant cela. Il subissait enfin les conséquences de décennies de négligence émotionnelle. Mais une autre partie, celle qui avait grandi pendant toutes ces semaines de thérapie intensive que j'avais suivies après l'explosion, ne ressentait que de la tristesse. Sarah, ai-je dit calmement, voulez-vous vraiment avoir une chance de réparer cela? Oui, a-t-elle répondu immédiatement. Plus que tout. Alors je vais poser quelques conditions. Au cours des 2 mois qui ont suivi, notre famille a commencé une thérapie familiale intensive. Le docteur Rebecca Chen, l'une des meilleures thérapeutes de New York, nous a guidés à travers les décennies de dysfonctionnement que nous avions normalisés. Ce fut brutal. Des séances de 3 heures où ma mère a finalement dû affronter sa favoritisme évident. Où mon père a admis qu'il avait choisi la paix à la maison plutôt que de défendre son fils. Où Sarah a reconnu qu'elle s'était tellement habituée à être le centre de l'attention qu'elle n'avait même pas remarqué que son frère avait complètement disparu. Luc, m'a dit ma mère lors d'une séance particulièrement difficile, je ne sais pas comment te demander pardon pour quelque chose d'aussi systématique. Ce n'étaient pas des erreurs isolées. C'était un choix constant de ne pas te voir. C'était la première fois qu'elle assumait l'entière responsabilité, sans excuse ni justification. Maman, ai-je répondu, le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut demander. C'est quelque chose que je choisis de donner quand je suis prêt. Et lentement, séance après séance, j'ai commencé à être prêt. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que porter tout ce poids m'empêchait de profiter pleinement de ma réussite. Le véritable tournant s'est produit lorsque mon père a apporté quelque chose à une séance. Luc,
a-t-il dit en sortant une vieille boîte à chaussures de son sac, j'ai trouvé ça dans le grenier la semaine dernière. À l'intérieur se trouvaient toutes les choses que j'avais envoyées au fil des ans. Mes livres dédicacés, jamais ouverts. Des lettres expliquant mes succès, jamais lues. Des invitations à des événements importants, jamais prises en considération. J'ai tout lu, a-t-il dit, la voix brisée. Chaque mot. Chaque invitation manquée. Chaque réussite que nous avons ignorée. Il m'a regardé, les larmes aux yeux. Mon fils, tu es devenu exactement l'homme que j'ai toujours su que tu serais. Et nous avons raté chaque instant de cette aventure. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est enfin guéri. Le chemin vers la réconciliation n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des moments où d'anciens schémas ont refait surface. Ma mère faisait encore parfois des remarques qui révélaient ses préjugés profondément ancrés sur les carrières artistiques. Sarah dominait encore parfois les conversations familiales par pure habitude. Mais il y avait désormais une différence fondamentale. Ils étaient conscients de ces moments. Et surtout, ils se corrigeaient. Au cours d'une séance particulièrement révélatrice, ma mère a admis quelque chose qui m'a bouleversé. « Luc, je crois que j'avais peur de ton talent. Tu as toujours été si brillant, si créatif, si différent de nous. Je ne savais pas comment gérer ça. C'était plus facile de faire semblant de ne pas le voir. » Cette confession a ouvert la voie à des conversations plus profondes sur les insécurités familiales, les peurs de ne pas être à la hauteur et la façon dont cette dynamique toxique s'était perpétuée à travers les générations. J'ai découvert que mon grand-père paternel avait traité mon père de la même manière, ignorant ses succès scolaires au profit de son frère aîné qui avait suivi les traces de la famille dans les affaires. La blessure s'était transmise inconsciemment à la génération suivante. 6 mois plus tard, j'étais au premier rang de la cérémonie de mariage de Sarah et James. Ils avaient décidé de reconstruire leur relation sur la base d'une honnêteté totale, y compris sur notre famille dysfonctionnelle. Pendant son discours, Sarah a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai toujours pensé que j'avais de la chance d'avoir les parents que j'ai et le succès que j'ai connu. Mais j'ai réalisé que la vraie chance, c'est d'avoir un frère comme Luc, quelqu'un qui est devenu extraordinaire non pas grâce à notre famille, mais malgré elle. Et qui a quand même choisi de nous donner une seconde chance. James, dans son discours, a ajouté quelque chose qui m'a surpris. Luc m'a appris que le vrai caractère ne se mesure pas à la façon dont nous traitons ceux qui peuvent nous aider, mais à la façon dont nous traitons ceux que nous aimons quand personne ne regarde. Ma mère a maintenant une étagère entière consacrée à mes livres dans le salon. Elle les a tous lus, 2 fois, et cite souvent des passages dans des conversations. Mon père regarde chacune de mes interviews à la télévision et les enregistre pour les montrer à ses amis du club de golf. Plus important encore, ils ont commencé à voir les autres autour d'eux d'un œil différent. Ma mère s'est portée volontaire pour donner des cours de lecture à la bibliothèque locale, travaillant spécifiquement avec des enfants dont les talents étaient ignorés à la maison. Mon père a commencé à s'intéresser aux rêves et aux aspirations des petits-enfants de ses amis, reconnaissant des talents qu'il aurait auparavant ignorés. La transformation ne s'est pas limitée à notre famille. L'histoire de notre réconciliation, partagée discrètement dans nos cercles sociaux, a inspiré d'autres familles à réexaminer leur propre dynamique. J'ai reçu des lettres de parents qui ont reconnu des schémas similaires avec leurs propres enfants mal aimés. Une mère de Seattle m'a écrit « Votre histoire m'a fait réaliser que j'avais complètement ignoré le talent musical de ma fille cadette parce que j'étais trop concentré sur les exploits sportifs de l'aîné. Nous suivons maintenant une thérapie familiale et elle a recommencé à jouer du piano. Il me voit enfin. Il me voit vraiment. Mais le plus grand changement s'est produit en moi. Lors de notre dernière séance de thérapie familiale, le docteur Chen a fait une remarque qui m'a profondément marqué. « Luc, vous avez passé des années à construire des murs pour vous protéger de la négligence. Vous devez maintenant apprendre à baisser vos défenses pour permettre une connexion authentique. » Elle avait raison. Même après avoir obtenu la reconnaissance de ma famille, je gardais encore une distance émotionnelle protectrice. J'avais appris à être extrêmement autonome, au point de résister à l'amour même lorsqu'il m'était offert sincèrement. J'ai appris que le véritable pouvoir ne vient pas du fait d'humilier ceux qui nous ont fait du mal, mais de choisir comment réagir lorsque nous en avons enfin l'occasion. J'ai appris que nourrir du ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Et j'ai appris que parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles qui ont le plus besoin de pardon, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que nous méritons la paix qui accompagne le pardon. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Netflix m'offrant 50 millions de dollars pour les droits de l'ensemble de mon œuvre pour les 5 prochaines années. Le premier appel que j'ai passé était à ma famille. « Félicitations, mon fils », m'a dit mon père, la voix pleine d'une fierté sincère. « Nous ne pourrions être plus fiers de toi. » Et pour la première fois en 32 ans, je l'ai cru. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce parcours, je réalise que ma famille n'a pas fait de moi l'homme que je suis malgré sa négligence, mais bien grâce à elle.
Elle m'a appris à être autonome, résilient et à ne jamais dépendre de la validation des autres pour connaître ma propre valeur. La douleur m'a appris l'empathie. Le rejet m'a appris à apprécier l'acceptation sincère lorsqu'elle s'est enfin manifestée. L'isolement m'a appris à tisser des liens significatifs avec des personnes qui me voyaient vraiment. Et peut-être plus important encore, ils m'ont appris que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que leur opinion n'a plus aucune importance. Au final, j'ai découvert que la meilleure réponse à la négligence n'est pas davantage de négligence, mais plutôt de montrer que nous sommes capables d'aimer mieux, de faire de meilleurs choix et d'être meilleurs. Le mois dernier, j'ai lancé une fondation pour les jeunes écrivains issus de familles dysfonctionnelles. Nous offrons des bourses, du mentorat et, surtout, une validation aux talents qui peuvent être ignorés à la maison. Nous avons déjà 200 jeunes inscrits au programme. Sarah est devenue l'une des principales donatrices de la fondation. Ma mère participe activement aux événements de collecte de fonds. Mon père utilise ses relations dans le domaine de la comptabilité pour s'assurer que chaque centime est bien utilisé. Notre famille brisée est devenue une force pour guérir d'autres familles brisées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cet incroyable voyage de transformation familiale et que vous avez découvert que le véritable pouvoir vient du pardon conscient et non de la vengeance destructrice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de dépassement de soi qui prouvent que notre plus grande force ne vient pas du fait de devenir comme ceux qui nous ont blessés, mais de choisir d'être ceux qu'ils n'ont jamais pu être. Car en fin de compte, la meilleure vengeance est de bien vivre, d'aimer bien et de choisir la compassion lorsque nous avons enfin le pouvoir de choisir. Et cela a peut-être été la meilleure leçon de toutes.